Lady Diana, affectueusement surnommée la princesse des cœurs, a conquis le monde par sa grâce, sa compassion et son engagement indéfectible envers les plus démunis. Sa chaleur humaine transcendait les protocoles rigides de la royauté, touchant le cœur de millions de personnes à travers le monde. Son héritage, à la fois profond et fascinant, continue d'inspirer bien au-delà des frontières et des générations. Et pourtant, si une grande partie de sa vie s'est déroulée sous l'œil inquisiteur du public, c'est derrière les murs de ses résidences que l'on découvre la véritable Diana. Ces demeures que vous allez découvrir, empreintes de tradition et d'élégance, n'étaient pas simplement des maisons. Elles étaient ses refuges personnels, des sanctuaires où elle pouvait laisser tomber le masque, loin des caméras et des attentes. Dans cet épisode, nous vous emmenons à l'intérieur de ces domaines majestueux, où chaque pièce semble murmurer l'histoire d'une femme à la fois icône planétaire et gardienne discrète de son propre univers. Première étape, la maison d'enfance de la princesse Diana, le domaine d'Althorp. Niché au cœur des paysages pittoresques du Northamptonshire, ce vaste domaine s'étend sur plus de 5000 hectares. Depuis plus de 5 siècles, il est le fief de la famille Spencer. Classé monument historique de Grady, Althorp est aussi remarquable par son architecture que par son importance historique et culturelle. Diana Frances Spencer, qui deviendra plus tard la princesse de Galles, y passe une partie de son enfance. Après sa naissance en 1961 à Park House, sur le domaine de Sandringham, elle rejoint Althorp en 1975 lorsque son père devient le comte Spencer. Ce déménagement marque un tournant. Elle quitte un cadre plus modeste pour une demeure majestueuse de 90 pièces, dont 31 chambres, un écrin aristocratique qui façonnera ses jeunes années. Althorp reflète l'évolution architecturale des siècles passés. Construit en 1688 sur les vestiges d'une maison Tudor, le manoir a subi de nombreuses transformations, chacune imprégnée du style et des goûts de son époque. L'une des plus remarquables est l'écurie de style palladien, imaginée dans les années 1730 par l'architecte Roger Morris. Inspirée du Vénitien Andrea Palladio, cette structure incarne l'élégance classique et la symétrie, apportant une touche d'harmonie au faste du domaine. À l'intérieur, Althorp impressionne tout autant. Le manoir abrite une collection exceptionnelle d'œuvres d'art européennes et de meubles d'époque, accumulées au fil des générations. Des pièces telles que le Saloon et la Great Room mettent en valeur des chefs-d'œuvre de peintres renommés, dont Anthony van Dyck, qui a su capter avec grâce l'élégance et la noblesse de son temps. Cette collection reflète non seulement la richesse de la famille Spencer, mais aussi leur passion pour les arts et la culture. Les jardins, eux, sont une véritable ode à la nature. Paysagés avec soin, ils offrent une parenthèse de tranquillité entre massifs fleuris et pelouses impeccables. Le parc Odin, peuplé de cerfs élaphes et de daims noirs, contribue au charme bucolique du lieu. Mais le cœur battant du domaine est sans conteste le lac circulaire. Au centre de cette étendue paisible se trouve une petite île entourée de verdure, un lieu de paix et de recueillement où repose Lady Diana. Accessible uniquement en bateau, cette île préserve l'intimité de sa mémoire dans un cadre naturel empreint de douceur et de dignité. Althorp est resté un lieu central dans la vie de Diana. Même après sa disparition tragique en 1997, le domaine est devenu un site de pèlerinage pour ses admirateurs du monde entier. Pendant 15 ans, une exposition retraçant sa vie y fut présentée, avec plus de 150 objets personnels, dont sa légendaire robe de mariée. Cette collection a depuis été transmise à ses fils, les princes William et Harry. Aujourd'hui, le domaine est dirigé par son frère, Charles Spencer, 9e comte Spencer, qui veille à la préservation de cet héritage. Poursuivons avec Park House, le lieu de naissance de la princesse Diana. Cette charmante demeure victorienne se trouve au sein du vaste domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk. Construite en 1863 pour Sir William Nisbet par le futur roi Édouard VII, la maison fut ensuite louée à la famille Spencer par la reine Elisabeth II, surnommée affectueusement Tante Lilibet par Diana. Park House incarne le charme de l'architecture anglaise traditionnelle, briques rouges apparentes, fenêtres blanches à guillotine, gables, baies vitrées. Autant d'éléments qui lui confèrent une allure pittoresque et une silhouette irrégulière pleine de caractère. La lumière naturelle y abonde, soulignant encore l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage. Le toit, ponctué de cheminées anciennes, renforce l'allure historique de cette demeure pleine de souvenirs d'enfance.
À l'intérieur, la maison allie élégance et fonctionnalité. La décoration, typique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, crée une atmosphère douce, claire et confortable, un cadre parfait pour les premières années d'une petite fille destinée à devenir une icône mondiale. Les pièces, bien que modestes en taille, dégagent une atmosphère intime et chaleureuse. La décoration met l'accent sur le confort et le luxe discret, créant des espaces accueillants et harmonieux. Dans les années 1980, Park House a fait l'objet d'une restauration majeure, visant à préserver son caractère historique tout en l'adaptant aux besoins modernes. Confiée aux architectes Ratti et K. Ballan, cette rénovation a réussi à intégrer des équipements contemporains tout en conservant l'élégance originelle de la résidence. Parmi les travaux réalisés, l'intérieur a été repensé pour offrir une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap, sans jamais trahir le style et le charme si caractéristiques de Park House. Les pièces, qu'elles soient salon, salle à manger ou chambre privée, ont conservé leur essence victorienne. On y retrouve des boiseries anciennes, des cheminées ornementées et du mobilier d'époque, autant d'éléments qui contribuent à une ambiance à la fois chaleureuse et empreinte d'histoire. Diana Frances Spencer, née le 1er juillet 1961, était la 4e des 5 enfants de John Spencer, vicomte Althorp, et de Frances Spencer, vicomtesse Althorp. Sa naissance à Park House revêt une symbolique particulière. C'est également là que sa mère avait vu le jour. Durant son enfance, Diana a grandi tout près de la famille royale. Ses premiers compagnons de jeu n'étaient autres que les princes Andrew et Edward, qui vivaient à seulement 1 kilomètre de là, à Sandringham House. Le cadre était idyllique, un grand jardin, une piscine, un court de tennis. Son frère, Charles Spencer, se souvient avec tendresse de ce décor parfait pour une enfance libre et insouciante. Mais derrière cette apparente douceur, les premières années de Diana n'étaient pas dénuées de tourments. Le mariage de ses parents battait de l'aile, fragilisé par la pression sociale de donner naissance à un héritier mâle. Cette tension finira par conduire à leur séparation, puis à leur divorce. Diana vécut à Park House jusqu'en 1975, année où son père hérita du titre de comte Spencer, ce qui entraîna le déménagement de toute la famille vers Althorp, la demeure historique des Spencer dans le Northamptonshire. Ce départ marqua la fin de son chapitre à Sandringham, mais les souvenirs de Park House restèrent profondément ancrés en elle. Des années plus tard, Park House fut transformé en hôtel destiné à accueillir des personnes en situation de handicap. En 1983, la reine Elisabeth en fit don à l'association caritative Léonard Cheshire. Cette reconversion faisait partie d'une initiative plus large visant à préserver la propriété tout en l'ouvrant à un public plus large. Un projet de rénovation avait été prévu en 2019 pour améliorer les infrastructures, mais fut suspendu en raison de difficultés financières, aggravées par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui encore, Park House reste un symbole fort des jeunes années de Diana. Avec ses murs aux motifs floraux lilas et ses planchers de bois, la demeure reflète cette dualité qui définira plus tard la princesse, un subtil mélange de privilèges et de simplicité, de glamour et d'authenticité. Nichée dans le cadre bucolique des Cotswolds, dans le Gloucestershire, Highgrove House est une demeure au passé riche, mêlant histoire et souvenirs personnels. Acquise par le prince Charles en 1980, cette élégante maison de style néoclassique géorgien est devenue un lieu emblématique, à la fois théâtre d'engagement officiel et havre de paix familiale pendant le mariage de Diana et Charles. Construite entre 1796 et 1798 par l'architecte Anthony Keck, Highgrove incarne parfaitement le style géorgien. Une façade rectangulaire sur 3 étages, faite de pierres taillées, coiffée d'un toit en ardoise et ornée de détails néoclassiques comme des pilastres, une corniche et un parapet. Une avancée centrale élégante et un porche ajouté en 1894 enrichissent encore la façade côté jardin, lui conférant une allure majestueuse. L'intérieur marie avec raffinement grandeur historique et confort moderne. Le hall d'entrée, dominé par un grand escalier, s'ouvre sur des murs aux teintes pastel et une galerie de portraits. Le salon, baigné de lumière grâce à de larges fenêtres donnant sur les jardins luxuriants, accueille des œuvres d'art et des antiquités, dont un piano à queue. La bibliothèque, elle, est à la fois garnie de livres anciens et équipée d'un poste informatique, et s'ouvre sur une cour ensoleillée, idéale pour un moment de calme. La demeure compte 9 chambres, chacune décorée avec soin, lits à baldaquin ou lit bateau, meubles anciens, tissus raffinés, et 6 salles de bain.
Le décorateur Robert Kim a imaginé une ambiance de confort royal, mêlant antiquité, étoffe naturelle et éclairage économe en énergie, soulignant ainsi une volonté de durabilité qui imprègne toute la maison. La relation de Diana avec Igrovaos était nuancée. Bien que le domaine offrait un cadre paisible, loin de l'agitation de Londres, il symbolisait aussi, pour elle, une forme d'isolement dans son mariage. C'est pourtant là, dans ces vastes espaces, qu'elle passa beaucoup de temps avec le prince Charles, notamment au début de leur union. C'est aussi ici qu'ils élevèrent leurs fils, William et Harry, qui gardent des souvenirs joyeux de leurs jeunes années passées à courir dans les jardins. Les jardins de Highgrove, projet personnel du prince Charles, sont à l'image de sa passion pour l'agriculture biologique et la préservation de l'environnement. Chaque allée, chaque massif, témoigne d'une volonté de vivre en harmonie avec la nature. Charles transforma les jardins, autrefois négligés, en une série d'espaces distincts, chacun avec sa propre identité. La prairie de fleurs sauvages, le potager et le jardin de souche en sont quelques exemples, illustrant la diversité horticole imaginée avec l'aide de la célèbre paysagiste Rosemary Verret. Mais malgré la beauté envoûtante de ces jardins, Diana resta émotionnellement détachée de la propriété. Elle se sentait éclipsée par la présence toute proche de Camilla Parker Bowles, future reine consort. Malgré ses sentiments ambivalents envers Highgrove, Diana garda un lien fort avec les communautés locales de Tetbury et Cirencester. Elle y rencontrait les habitants, qui l'accueillaient avec chaleur. Sa gentillesse sincère et sa générosité la rendaient particulièrement appréciée de tous. Le début des années 1990 marqua un tournant. Diana quitta Highgrove à la suite de la dissolution de son mariage. Ce départ mit fin à un chapitre complexe de sa vie personnelle, lié à une demeure aussi magnifique que chargée de douleurs intimes. Aujourd'hui, Igrovaos reste une pièce essentielle du patrimoine royal, gérée par le duché de Cornouailles. Elle incarne toujours la vision de vie durable du prince Charles, combinant résidence privée et lieu d'accueil pour des événements caritatifs. Situé au cœur des jardins luxuriants de Kensington à Londres, le palais du même nom prit une importance toute particulière avec l'arrivée de la princesse Diana après son mariage avec le prince Charles. Cette résidence emblématique, empreinte d'histoire depuis le XVIIe siècle, devint un véritable sanctuaire pour Diana, un lieu à son image, marqué par son goût personnel et sa sensibilité. Après leur mariage en 1981, Diana et Charles s'installèrent dans l'appartement 8 et 9 du palais, réunis pour créer un espace de vie élégant et spacieux. Cette transformation marqua un nouveau chapitre dans l'histoire déjà riche du palais. À l'origine, Kensington Palace était un manoir jacobéen modeste nommé Nottingham House. Il subit une métamorphose spectaculaire sous le règne du roi Guillaume III et de la reine Marie II à la fin du XVIIe siècle. Le célèbre architecte Sir Christopher Wren joua un rôle clé dans cette évolution, intégrant des influences baroques au bâtiment d'origine. Il fit notamment construire des pavillons à 3 étages à chaque coin du manoir, augmentant sa capacité à accueillir la famille royale et sa suite. Le palais fut aussi réorienté vers l'ouest et les ailes nord et sud furent ajoutées, formant une cour centrale qui devint un élément emblématique de l'agencement des lieux. À l'extérieur, la façade de briques raffinées et les lignes classiques du palais offrent un contraste élégant avec les résidences royales plus imposantes, comme Buckingham Palace. La vision architecturale de Wren insuffla au palais une grandeur discrète, faite de sophistication et d'équilibre. Les jardins du palais constituent un autre aspect remarquable de son design. Conçus à l'origine dans le style hollandais, avec des pelouses droites et des parterres fleuris soigneusement tracés, ils furent ensuite enrichis par la reine Anne. En 1704, les jardins furent enrichis par l'ajout de l'orangerie. Au fil des siècles, ils ont été entretenus avec un soin méticuleux, conservant leur caractère serein et pittoresque. À l'intérieur de Kensington Palace, la grandeur se poursuit à travers ses somptueuses salles d'apparat et son mobilier d'une grande finesse. L'un des éléments les plus remarquables est l'escalier du roi, décoré par William Kent sous le règne de George Ier. Cet escalier, orné de peintures éclatantes, représente la cour du roi avec une vivacité saisissante et l'on y trouve même un autoportrait de Kent lui-même. Les salles d'apparat sont un véritable témoignage de l'opulence géorgienne, avec des plafonds et des murs richement décorés, reflétant la splendeur de l'époque. Les appartements de la reine, agrandis par la reine Marie, incluent la galerie de la reine, ajoutée pour embellir les espaces de vie.
Le palais abrite également la chapelle de Kensington, construite dans les années 1830. Souvent considérée comme le cœur du palais, cette chapelle est ornée d'éléments antiques et d'œuvres d'art Renaissance issues de la collection royale. Elle a accueilli des services privés familiaux ainsi que des événements marquants tels que des mariages et des baptêmes. L'influence de la princesse Diana sur Kensington Palace fut profondément transformatrice. Avec l'aide du décorateur d'intérieur Dudley Poplack, Diana insuffla aux appartements un savant mélange d'esthétique moderne et de charme classique, typique des maisons de campagne anglaises. Les intérieurs affichaient des teintes douces et des motifs délicats, créant une atmosphère à la fois élégante et accueillante. Sa touche personnelle se manifestait notamment à travers le choix de couleurs pastel et de papiers peints floraux, qui apportaient chaleur et confort à cette résidence historique. Son salon, paré d'un mobilier rose poudré, était devenu un espace à la fois intime et fonctionnel, idéal pour recevoir ou se retrouver en toute tranquillité. Le dernier étage de l'appartement était entièrement dédié à une suite pour enfants, conçue pour ses fils, les princes William et Harry. Imaginée par la marque de luxe Dragon of Walton Street, cette nurserie offrait un havre de paix, au ton neutre et touche ludique, un véritable cocon à l'abri des regards. Par son approche réfléchie, Diana voulait offrir un environnement apaisant et rassurant à ses enfants, malgré les contraintes de la vie royale. Kensington Palace devint alors bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'était pour elle un refuge, un endroit où elle pouvait exprimer sa personnalité et trouver un peu de répit face à l'incessante pression médiatique. Son attachement au palais se manifesta par sa décision d'y rester après sa séparation en 1992, puis après son divorce en 1996. Les jardins du palais, et en particulier le jardin en contrebas, Sunken Garden, avaient une signification toute particulière pour elle. En 2017, ce jardin fut transformé en White Garden, un espace rempli de fleurs blanches et de feuillages clairs, en hommage à sa mémoire. Même après sa disparition prématurée en 1997, l'héritage de Diana continue de résonner à Kensington Palace. Une statue en son honneur fut inaugurée dans le Sunken Garden, le jour où elle aurait eu 60 ans, comme un hommage éternel à l'impact profond qu'elle a eu sur le monde. Et maintenant, dites-nous en commentaire, parmi toutes ces magnifiques demeures de la princesse Diana, laquelle est votre préférée ? Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode et à la prochaine.